Le président des États-Unis, Donald Trump, a récemment partagé son rêve que s'il avait une armée aussi grande et puissante, personne n'oserait l'attaquer. Pour cela, ces fameux 4% du PIB pour les dépenses de défense sont nécessaires. Bien sûr, les millénaires de l'histoire de l'humanité prouvent que vous ne pouvez pas économiser sur l'armée, sinon vous serez asservi. Mais pour cela, au niveau international, tous les pays ont signé le traité général de rénonciation à la guerre comme instrument de politique nationale, le pacte Brand-Kellogg ou pacte de Paris du 27 août 1928. C'était la base légale principale pour le procès de Nuremberg des dirigeants nazis. Malheureusement, maintenant, la stratification est observée non seulement dans les sociétés, mais aussi entre les pays. Comme le disaient les Romains, ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis au taureau. Ainsi, la diplomatie moderne s'éloigne et la justice devient une farce. Il convient de noter que la nécessité de construire l'armée est conditionnée par le réarmement de la Russie et de la Chine. Ils affirment qu'ils dépensent plusieurs fois moins que les États-Unis ou l'OTAN, mais si le budget de tous les pays de l'OTAN et la Russie avec la Chine mis dans un groupe d'adversaires potentiels des États-Unis, il sera environ 1 billion de dollars de l'OTAN contre 300 milliards de dollars russes et chinois, une différence seulement dans 3 fois. Considérant que la Russie et la Chine parient sur les armes nucléaires comme moyen principal de protéger leur territoire contre les intrusions, et sachant que pour une guerre par procuration dans d'autres pays, il leur suffira d'utiliser des méthodes asymétriques, ce budget est suffisant pour maintenir la parité. Cependant, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde quand les bonnes intentions ont fait encore plus de victimes. Il suffit de se souvenir que l'inventeur de la mitrailleuse espérait que les gens auraient peur de l'utiliser, et les développeurs d'armes nucléaires ont également espéré que cela se trouvait dans le placard juste au cas. Toute cette rhétorique est également semblable aux déclarations de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Le Kaiser a assuré à tous que le réarmement de l'Empire allemand était nécessaire seulement pour la préservation de la paix, mais toute cette puissance militaire a finalement été mise en opération. Peut-être la meilleure option est quand les partis s'entendent sur la parité ou un quota pour certains types d'armes. Par exemple, les traités les plus réussis étaient la série des traités sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, traité INF, et les traités de réduction des armes stratégiques, START, qui visaient à réduire le nombre de missiles et d'armes nucléaires des États-Unis et de l'URSS, puis la Russie comme le successeur. Certes, ces mesures ne peuvent limiter que le nombre d'armes au début du conflit, mais alors la production de masse commencera, dans laquelle le pays qui possède la plus puissante production industrielle gagnera. Par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, le traité pour la limitation de l'arme navale a été signé le 13 décembre 1921 à Washington, et l'essence du traité était que les États-Unis, l'Empire britannique et le Japon fixeraient le ratio des cuirassés à 5, 5 et 3, ce qui conduirait les États-Unis et la Grande-Bretagne à couper un grand nombre de leurs navires. Le problème est que lorsque le Japon a commencé la guerre, à cause des sanctions américaines sur l'approvisionnement en produits pétrole, le gouvernement japonais n'a pas tenu compte de la vitesse à laquelle l'industrie américaine travaillait. Il s'est avéré qu'en moyenne, le potentiel industriel des États-Unis était 7 fois plus élevé, et même plus dans certaines sphères, bien que, avant la guerre, le Japon n'était pas trop inférieur aux États-Unis en quantité d'armes produites. La deuxième année de la guerre était si productive aux États-Unis que le Japon n'avait même pas une seule chance. En outre, pendant le sommet, des déclarations ont été faites selon lesquelles l'OTAN était ouverte aux nouveaux membres. À court terme, il s'agit de la Macédoine et d'autres pays aspirants de l'OTAN, tels que l'Ukraine, la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine. Les pays du Balkan ont déjà réglé les principaux problèmes d'adhésion. Seuls les détails techniques et administratifs demeurent, tandis qu'en
et qu'en Ukraine et en Géorgie, il existe des territoires incontrôlés, à cause desquels ils ne peuvent pas devenir membres de l'Alliance. La naïveté au niveau du gouvernement mène à la catastrophe, mais les mots au sujet du rêve le plus cher de Trump peuvent cacher un calcul banal pour imposer sa volonté au monde. De nos jours, il est stupide de nier l'existence de monopoles de technogéants. Quelqu'un peut prétendre qu'ils se battent les uns contre les autres, essayant d'arracher le public desservi des concurrents, et les nouvelles licornes continuent d'apparaître sur le marché. Le seul problème est que les entreprises dominantes sur le marché approchent déjà 1 billion de leur estimation. Rien ne leur interdit de dépenser 1 milliard ou des dizaines de milliards de dollars pour acheter des startups naissantes. Le problème est que le monopoleur ne se soucie de personne. Bien que ce soit la tendance naturelle de la vie et du marché, les consommateurs routiniers sont forcés de se rendre à la merci de l'hégémon. Souvent, dans l'animation japonaise, des déclarations sont faites que le monde aspire à être conquis par le pouvoir uni. Cependant, même dans leur scénario fantastique, cela conduit toujours à la souffrance et à des millions de victimes. Dans le cas de la géopolitique, il s'avère que Trump voudrait rendre les positions américaines qu'il occupait immédiatement après l'effondrement de l'Union soviétique, alors que personne à l'époque ne pouvait rivaliser avec eux. Malgré toutes les déclarations de Trump et son amour aux accords bilatéraux, l'OTAN reste le mécanisme le plus commode et avancé de l'influence américaine en Europe, car elle leur permet de surveiller tous les retards bureaucratiques des alliés ou ceux qui souhaitent les rejoindre. Peu importe comment la propagande fonctionne et combien de déclarations ont été faites sur la façon dont l'hégémon dans les personnes des États-Unis a besoin de ses alliés, nous devrions nous tourner vers une rétrospective historique des alliances militaires. Bien qu'il y ait eu de nombreuses alliances institutionnelles dans l'histoire, mais tous les pactes de longue date et connus avaient un point commun. Ils étaient conclus entre des partenaires inégaux. La Ligue de Délos peut être considérée comme la plus célèbre alliance dans les temps anciens, dirigée par Athènes à la suite de la victoire grecque sur l'Empire perse. Initialement, l'alliance a été conclue pour assurer la paix et le commerce dans la mer Égée, et le centre et le coffre de l'Union étaient sur l'île de Délos. Au début, les alliés devaient équiper les navires ou payer les fonds au trésor général, mais ensuite Athènes a exigé des alliés seulement de payer, et dans quelques décennies, quand Athènes a eu les meilleures installations pour produire des navires, la trésorerie et le centre de l'Union ont été transférés à Athènes, et les Athéniens ont établi leur garnison dans les villes alliées pour recueillir le tribut et établir leur autorité. Le suivant grande alliance militaire était la République romaine. Le centre de son territoire, l'Italie, était une alliance de cités-États, la Ligue latine, directement liée à Rome. Lorsque les alliés voulaient reconsidérer leur position, Rome a mené plusieurs guerres latines, au cours desquelles les anciens alliés ont perdu leur autonomie. Puis, à diverses périodes de son histoire, Rome a fait des alliances avec des États éloignés. À ce moment, qui se situait entre lui et l'ennemi actuel. En même temps, dès que l'allié a aidé à vaincre l'ennemi commun, Rome s'est emparé bientôt de l'allié lui-même, qui jouxtait maintenant les nouvelles positions romaines. Ensuite, des alliances vraiment importantes sous la forme d'institutions permanentes sont apparues seulement au XXe siècle. Une bonne illustration est le pacte anti-Comintern. En plus de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, de petits États se sont joints, mais à un moment où l'Allemagne partait sur le front, elle a commencé à occuper les territoires de ses récents alliés européens, afin de maximiser l'extraction des ressources de ces pays et pour échapper à la possibilité d'une paix séparée de leur part. Quelques années plus tard, à l'aube du monde d'après-guerre, des alliances irréconciliables ont été créées. Le 4 avril 1949, l'OTAN dirigé par les États-Unis, et le 14 mai
1955 l'organisation du traité de Varsovie sur la base du Conseil d'assistance économique mutuelle, CEFCOM ou KM, dirigé par l'URSS. Certains ont l'illusion que le pacte de Varsovie est juste une réponse tardive à la création de l'OTAN, mais en fait ces organisations ne sont qu'une consolidation formelle de l'équilibre du pouvoir qui a fonctionné immédiatement après le renversement du régime nazi dans les pays occupés. Les États-Unis ont cherché avec l'aide du plan Marshall à construire des institutions démocratiques dans les pays alliés, tandis que l'URSS installait ses régimes communistes fantoches sur le terrain et leur offrait une assistance dans le cadre du KM, où l'idée clé était l'usine. L'URSS leur a fourni du pétrole et du gaz et accepté en retour des pommes, des meubles et de la vaisselle. Il est clair qu'avec une telle économie, vous n'irez pas loin. Dans le même temps, les États-Unis avaient l'intention de rendre l'Europe suffisamment riche pour devenir un marché pour les produits américains. Premièrement, les États-Unis ont accordé des prêts pour l'achat de nourriture et de la combustible, puis pour des machines et d'autres équipements industriels destinés à la restauration de la production, et finalement une aide a été allouée à la création de forces armées modernes. Rien de tout cela n'annule le fait que dans l'ensemble, tous ces pays sont devenus à des degrés divers de colonies des États-Unis et de l'URSS. Mais maintenant, quand l'URSS n'existe plus, beaucoup de décisions dans les pays de l'Organisation du traité de sécurité collective, ou ODKB, une version simple du pacte de Varsovie, sont prises en considération de la volonté de Moscou et de Pékin, et la plupart de ces régimes ne peuvent pas vivre sans l'aide financière de Moscou. Une situation similaire dans l'EU, où les politiciens sont forcés de tolérer les conditions de l'administration américaine. Dans tous ces pays, la participation de leur règlement, la possession de biens rentables ou d'importance critique pour la souveraineté est également clairement exprimée. Par exemple, il s'agit le plus souvent d'énergie électrique, de métallurgie, de télécommunications, de chimie, de banques et de raffinage pétrolier. Même la sagesse ancienne a dit « Ne faites pas confiance à l'alliance avec les forts ». Tous les exemples de ces unions et l'alliance militaire montrent à quel point leur égalité est unilatérale. En fantasy et en science-fiction, on peut nommer un exemple d'alliance militaire et d'union. L'alliance de la série de jeux vidéo Warcraft, créée à l'origine sur un pied d'égalité entre nains, elfes et 7 royaumes humains, mais finalement l'un des royaumes humains, Lordaeron, a monopolisé le pouvoir au sein de l'Alliance, et toutes les décisions étaient prises uniquement par son roi. Une autre option pour le développement de l'OTAN et de l'Union est le groupement de défense internationale, ou GDI, de la série des jeux vidéo Command & Conquer. L'alliance, créée sur la base des États-Unis et de ses alliés, était censée résister à la menace d'une formation de quasi-État basée sur la Corporation de l'énergie, la confrérie de Nod, qui, ayant obtenu le monopole du cristal extraterrestre Tiberium, a tenté de conquérir le monde grâce au contrôle des pays du tiers-monde. GDI a remporté dans chaque partie de la série. Il a réuni le milliard d'or, créé des zones écologiques propres sur son territoire, mais les habitants du tiers-monde ont été laissés à leur sort. Mutations, pluies meurtrières, manque d'hygiène de base et démantèlement sans fin des gains conduit à ce que la confrérie renaisse de ses cendres dans ces régions. La dernière partie chronologique de cette série commence par le fait que le chef suprême de la confrérie a réussi à parvenir à un accord avec les dirigeants du GDI et en fait a secrètement dirigé le monde entier, et ensuite a réalisé son plan de longue date. Un dernier ressort ne peignait que le monde a besoin d'une machine militaire. Les petits pays ne peuvent pas se protéger sans l'aide des grands pays, et à leur tour, ils n'abandonneront pas l'opportunité de recevoir des préférences de cet état de choses. Nous ne devrions pas non plus oublier que le monde se dirige d'une façon ou d'une autre vers l'unité durant toute son histoire. Mais ici se pose la question de savoir qui et pour quel motif l'unifera, car à la fin, tous les pays ne peuvent pas être dans une position de victoire. Malheureusement, les lois économiques divisent
Diviser toujours les pays, les jeunes en riches et pauvres. Par exemple, aux États-Unis, les types et les montants des impôts varient d'un État à l'autre, et à l'échelle mondiale, il y aura des pays qui en profiteront autrement. Auparavant, les tensions extrêmes entre les pays étaient résolues instantanément par la force. À l'heure actuelle, des guerres commerciales se mettent en place, mais il est difficile d'imaginer un monde dans lequel un seul organisme mondial collectif imposerait des normes ou des sanctions communes à tous. Vous pouvez coopérer, échanger, communiquer. Le monde n'est pas un jeu à somme nulle, comme certaines personnes aiment l'imaginer, mais il n'y a pas d'opportunité pour le monde entier de vivre comme en Amérique. Maintenant, à l'échelle mondiale, nous devons d'abord vaincre les épidémies, la faim et l'analphabétisme, puis le niveau de vie peut devenir digne. La qualité de la vie des gens est une priorité, car la pauvreté et l'analphabétisme sont les principaux foyers du terrorisme et de la violence dans les sociétés. Dans le même temps, les autorités ne devraient pas essayer de résoudre le problème du malheur de l'humanité par un contrôle total de la vie et des pensées, comme dans les utopies. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.